J'apporte mon plein soutien à votre plan destiné à mettre fin au conflit à Gaza car il répond à nos objectifs stratégiques et garantira que Gaza ne représente plus jamais une menace pour la sécurité d'Israël. Une interview accordée à la BBC, Mustapha Barghouti considère ce plan qui marginalise l'autorité palestinienne comme une menace. S'il s'agit de contraindre l'autorité palestinienne à n'être rien d'autre qu'un sous-agent de sécurité pour Israël, qui continue non seulement l'occupation, mais aussi la construction de colonies illégales sur les terres de la Cisjordanie, détruisant par là même tout potentiel de paix et tout potentiel pour un État palestinien, alors cela n'est pas acceptable. Les vraies voix Sud Radio. Françoise, sur ce sujet, est-ce que finalement Donald Trump est l'homme de la situation ? Alors j'ai envie de vous dire, ce n'est pas le problème de Donald Trump. Les États-Unis sont toujours l'homme de la situation. Vous savez très bien que nous ne jouons jamais l'Europe la partie dans les questions du Proche-Orient. Ça se règle toujours à un moment donné entre les États-Unis, l'État hébreu et l'autorité palestinienne. À l'époque, c'était évidemment Yasser Arafat. Et que ce soit Donald Trump, ce n'est pas pour enlever quoi que ce soit à Donald Trump, c'est les États-Unis qui jouent la partie. En revanche, ce qui est certain, c'est que le fait que la France ait engagé la reconnaissance de l'État de Palestine en entraînant la Grande-Bretagne, membre du Conseil de sécurité, et beaucoup de pays, évidemment, ça a fait un peu pression. Après, moi, j'entends tout à fait les récriminations de l'autorité palestinienne. Dans le plan de Trump et de Netanyahou, il y a bien sûr, on écarte l'autorité palestinienne. Alors, est-ce qu'on regarde ce qui nous arrange, c'est-à-dire le désarmement du Hamas, et le Hamas qui va être obligé de réagir parce que sinon il est isolé. Déjà le cessez-le-feu et les otages. Déjà cessez-le-feu et otages, c'est déjà merveilleux, c'est ce que je voulais dire. Et après, écoutez, on avancera en marchant. Mais ce n'est pas Donald Trump ou pas qui gagne la partie, c'est toujours de toute façon les États-Unis dans cette affaire. C'est les seuls qui peuvent faire bouger l'État hébreu en fait. Alors moi, il y a un point sur lequel je suis d'accord avec Françoise et un point sur lequel je suis pas d'accord. Le point sur lequel je suis d'accord, c'est que c'est vrai, les Européens ne jouent plus aucun rôle au Proche-Orient depuis 1956 et le fiasco de l'opération de Suez. Et puis c'est la fin du mandat britannique en Palestine. Et c'est un peu plus tard, 56, le fiasco de Suez. En tout cas, la France joue encore au Liban, mais c'est tout, voilà. Mais très peu. Ouais. En revanche, les Américains, comme faiseurs de paix, je suis pas convaincu que ça marche, parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que ça a pas beaucoup marché. Le conflit au Proche-Orient, il dure depuis des décennies, ça s'est pas arrangé. Trump devait nous régler la guerre en Ukraine en 24 heures. Il est président maintenant depuis quelques mois, on peut le dire. Il a pas résolu le problème. Donc, est-ce que Trump peut faire des miracles? Là, maintenant, il veut le prix Nobel de la paix. Oui, si on lui donne grand bien lui fasse, en tout cas, mais je ne suis pas convaincu que ça aura des résultats. Les seuls qui ont fait avancer, c'est vraiment la poignée de main Arafat 93. Après, ça a tourné quand même. Ça tourne parce que Rabin est assassiné et que si vous voulez, ça tue l'espoir. Il est assassiné en plus par un juif suprématiste. Incroyable. C'est une douleur inimaginable. L'assassinat de Rabin. D'ailleurs, je vous rappelle que le 4 novembre, ça fera 30 ans. 30 ans, il y aura de grandes cérémonies et moi, je serai très heureuse d'y participer parce que Rabin, l'assassinat fait partie, par exemple, moi, de ma formation journalistique et humaine parce que c'était vraiment, on a compris qu'on tuait la paix ce jour-là. Mais quand même, à la base, c'est Clinton. Alors je dis pas parce que c'est un démocrate. Ça aurait été un républicain, j'aurais dit la même chose. C'est toujours quand même les États-Unis qui arrivent à faire bouger les choses. Oui, Françoise, mais aujourd'hui, il y a une vraie distinction, c'est que les États-Unis sont dirigés par une personnalité qui n'a rien à voir avec les précédents présidents américains. Et que tout ce que, je rejoins bien Philippe, tout ce que entreprend le président des États-Unis aujourd'hui génère soit de l'échec, soit une pause, mais jamais de résultat concluant. Et qu'on est toujours dans une posture de bluff qui mais fait Obama, que pour pareil. moi... mais moi je vais pas défendre Trump, mais la réalité c'est que Obama pareil. Mais qu'est-ce qu'il a eu comme résultat, Obama? Au moins avec Obama, il y avait de la rondeur, il y avait du mais c'est respect. Pas vrai, il nous lâche le résultat. Mais il nous lâche en plein vol, il lâche François Hollande en plein vol quand on veut bombarder la Syrie parce que la Syrie détruit ses populations et des gaz toxiques. On a besoin de l'aviation américaine. On lui demande, il nous lâche 24 heures avant. Il nous empêche en fait de mettre fin au régime d'Hafez el-Assad, enfin de Bachar el-Assad. Sérieusement, vous pensez que c'est mieux? Moi, je m'en fous parce que les États-Unis, entre Trump, Obama et Clinton, il y a
pas de différence en réalité. Il y a une différence, c'est la posture et la capacité de Trump à toujours générer de la violence, de la confrontation en direct, en première ligne. Non, mais ça, je suis d'accord avec vous. Ce que les autres prédécesseurs ne faisaient pas. Mais la réalité... ça change. Non, ça change rien. Là, vous êtes face à des terroristes, quand même. Mais ça change rien, en fait. La réalité, c'est que en géopolitique, si on met sur une ligne de temps toute l'intervention et l'action politique ou diplomatique, finalement, il y a peu de situations où il y a un vrai résultat. Voilà, donc disons, il y a des résultats. Alors, moi, je suis très fier, et ça aurait été un président de droite, j'aurais dit exactement la même chose. J'ai deux grandes fiertés, c'est quand François Hollande arrive au Mali, à Bamako, on sait qu'il va sauver l'Afrique de Boko Haram, on le sait tous, et de Daesh. Même si ça s'est mal terminé, mais là, il y est pour rien. Mais il y est pour rien, mais on est tous, je me souviens de la droite qui salue vraiment ce moment incroyable où la France résout véritablement une crise. Les États-Unis ont déjà résolu une crise. Moi, je suis fier que Emmanuel Macron fasse la reconnaissance de l'État de Palestine en mettant en plus en avant Israël. Il aurait pu dire les Israéliens. Non, il met pas Israël au banc des nations. Il est très compassionnel avec Israël. Il y a des moments où on peut être fier quand même. Voilà. Non, mais la question qui se pose, c'est quelle va être la réaction du Hamas. Le préalable, c'est la libération des otages morts ou vifs. Ouais. Et si avec 3 zones de recul de Tsahal, mais si le Hamas ne cède pas, évidemment, les 20 propositions, elles sont mortes dans l'œuf. Je suis d'accord avec vous, mais est-ce que le Hamas, excusez-moi, juste un mot, le Hamas, on peut dire d'abord, il est démantelé militairement. La guerre de Netanyahou n'a plus aucune raison d'être. Le Hamas est démantelé. La question du Hamas, c'est il est à son heure de vérité. Est-ce que le Hamas peut continuer à être isolé à ce point? Moi, je pense que le Hamas va être obligé de céder. Allez, merci beaucoup. Allez, tout